aujourd'hui en Arabie Saoudite, etc. Et donc, il les bute. À thème, à l'image de sa carrière, ça a toujours été comme ça. Mais je pense qu'il a été heureux comme ça. Il a fallu en profiter comme ça. On va en parler après, certainement, de sa saison à Nice. Mais avant ça, il n'a pas de club. Et puis d'un coup, il repart. Et puis après, le PSG, c'est comme ça. Et puis il va à Rennes, il fait ça. À thème, un génie. Aussi simple. Ouais, pour moi, comme ceux qui composent, ou les musiciens, ou les peintres, ils sont dans un monde... on peut pas le comprendre, en fait. C'est brut. C'est comme ça, il a son truc, il fait des passes que lui seul a compris, des dribbles que lui seul a imaginé, où tu te dis, mais là, il peut pas s'en sortir, et puis il s'en sort. Il est passé par où? J'ai pas compris l'histoire. Une passe où le jeu, c'est de jouer là-bas, et tout le monde l'a vu, mais lui, il la met de l'autre côté, et en fait, c'est une passe incroyable, et tu te dis, pourquoi t'as fait ça? Et tu dis, c'est comme ça. C'est un talent, c'est du génie pour moi. C'est une catégorie. Proportion gardée. Pour moi, Messi est un génie. Là où Ronaldo est un excellent joueur, très fort joueur, incroyable joueur, Messi, il a un truc qu'on peut pas comprendre. C'est inexplicable. C'est pas rationnel. Il va faire une passe, et il casse 3 lignes, le joueur, au début, il fait la passe, et même pas de joueur. Puis d'un coup, la passe, elle part, tu te dis, il arrive d'où, le mec? Il peut pas l'avoir vu. Je dis, mais en fait, c'est un autre monde, c'est un autre niveau. La thème, pour moi, c'est de ce style-là, et Benzema, c'est plutôt Cristiano Ronaldo, le travail, la discipline, le talent aussi, hein, mais a travaillé au maximum, et ils l'ont rendu incroyable. Adem a peut-être moins travaillé que Karim, mais il a peut-être besoin moins aussi au démarrage. Et le paradoxe, c'est que Karim a également eu un passage à mou, si on regarde un petit peu au Real Madrid. Il y a eu quelques années que c'était un petit peu plus complexe. Je me rappelle même Juninho, à ce moment-là, avait dit que le foot n'était plus la priorité numéro 1 de Karim. Et là, finalement, il y a eu un changement dans son attitude. Et par la suite, on se rappelle des dernières années qu'il y a eu au Real Madrid qui ont été totalement exceptionnelles. Il a gagné une Ligue des Champions à lui seul. Les années auparavant, il était excellent. Il a gagné une Liga avec le Real également. Quand Ronaldo est parti, c'était lui le joueur fort. Donc, définitivement, un joueur qui a eu ses hauts et ses bas, mais qui, comme tu l'as mentionné, a été capable d'intégrer cette constance-là, cette vélocité physique, parce qu'il est encore en très bonne forme physique à 37, 38 ans. Non, mais c'est un gros travailleur. C'est un gros travailleur. Il a futé comme jamais. 38 ans aujourd'hui. Il va je crois, décembre, donc il va avoir 38 ans. Décembre 87. Mais il a futé comme un garçon de 28 ans. Ouais. Mais il y a une once de gras. Mais il y a pas de mystère, en fait. Il va pouvoir jusqu'à 40, 42 ans. Il arrêtera quand il aura envie d'arrêter. Mais je pense qu'il aime le foot, donc il a encore envie de jouer. Mais depuis tout jeune, en fait. Ouais. Depuis qu'il a 18, 19, 20 ans, en fait, il était déjà sérieux, les soins, la muscu, ceci, cela, etc. Avec parfois les excès des jeunes joueurs, mais c'est normal. Par contre, dès qu'il va travailler sur le terrain, travailler devant le but, si c'était le premier, il aime le foot, en fait. Et ça n'a pas de prix. Tu as été un des meilleurs gardiens de la Serie A pendant 10 ans. Tout à fait. Meilleur joueur du championnat en 99. Quand on voit les années 80, fin d'année 90, années 2000, cette Serie A, les joueurs, c'était le championnat. Moi, en plus, un Français qui s'impose en Italie, il faut savoir que il faut redoubler d'efforts. C'était pas un Italien. Donc, de s'être imposé, d'être respecté, d'avoir été parmi les meilleurs, moi, je pense que ça suffit amplement. Il n'y avait pas besoin de dire grand-chose. Les faits ont prouvé que ils ont eu tort et puis j'ai eu raison. J'ai fait les bons choix. Ronaldo, après un match que tu es allé voir, t'a donné son chandail. Maintenant, tu arrives à l'Inter, tu le vois à l'entraînement. C'est comment? C'est... Ronny, si on ne le vit pas, si on ne l'a pas vécu, malgré ce qu'il a fait sur le terrain en match, et pour moi, c'était le meilleur, pour moi, de tous les temps, parce que je l'ai vécu et parce que j'ai vu ce qu'il faisait. C'est quoi qu'il faisait? Tout. Il faut savoir ce qu'il faisait à l'époque, personne n'arrivait à le faire. Tu vois, moi, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats. Alors après, moi, je peux comprendre, les nouvelles générations, ils l'ont pas forcément vécu. Tu le vois aujourd'hui, tu vois un mec presque obèse, machin, dit lui, va regarder les vidéos. Moi, à l'époque, ce que faisait Ronaldo, personne n'était capable de le faire. Moi, aujourd'hui, quand je vois Messi, Cristiano Ronaldo, alors je te cite ces deux joueurs-là qui ont été emblématiques et qui ont marqué une génération pendant 10 ans. C'est-à-dire, c'était eux deux, et après, tu avais tout le monde derrière. Donc, ils font partie des dieux du foot. C'est-à-dire qu'ils ont dominé le football mondial. Donc, c'est pour ça que je m'identifie un peu à eux deux. La force physique de Cristiano Ronaldo,
Ben, moi, j'ai déjà vu Ronny quand il jouait. Physiquement, il était inarrêtable. Tu ne peux pas l'arrêter. Une force physique, voilà, une force de la nature. Rapide, costaud. La technique de Léo Messi. Moi, quand tu vois les entraînements qu'on faisait, tu sais, tu étais dans la cage et si tu avais la chance de faire le jeu avec lui, tu sais, des fois, on se regardait presque dire avec le popcorn, tu vois, et tu te dis, bon, ben vas-y, allez, que le spectacle commence. Pour te dire, il y a une anecdote qui est à mourir de rire, tu vois, mais à mourir de rire. On arrive à un entraînement et à l'entraînement, il arrive à voir Taribo West et il lui dit, eh oh, fais le jeu tout à l'heure, je te fais 2 petits ponts. Taribo West, attention, solide, hein, et je veux dire, hein, lâche rien sur le terrain, vraiment, hein, c'est ce qui faisait sa force, hein. Et l'autre, il se met à rigoler, il dit, ah ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Commence le jeu, un petit pont, allez hop. Et l'autre, il rigole, il dit, attends, il y en a un autre qui arrive. Bon, alors, tu le sais, tu es préparé, tu es prévenu. Mais tu as fini le jeu, il lui a fait 2 petits ponts. Voilà. Et là, tu te dis, ah, ben, c'est. Alors, si moi, aujourd'hui, je dis que Ronaldo, pour moi, c'était le meilleur joueur, euh, les gens ils vont dire, ouais, mais c'est ton pote, tu as joué avec, ok. Paolo Maldini te dit ça. Fabio Cannavaro te dit ça. Nesta te dit ça. Zidane. Zizou, il te dit c'est lequel le meilleur joueur avec qui t'es joué, contre qui t'es joué. Zizou, notre Zizou, qui pour moi, voilà, il te dit c'est Ronaldo. Est-ce que j'ai vraiment tort de dire ça ou je suis vraiment hors sujet? Bah, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Lui, il a été. Et en plus de tout ça, il faut se dire, mais se mettre en situation. Il a gagné 2 ballons d'or. Il a tout gagné. Coupe du Monde, Ligue, il a tout gagné. Et il a joué toute sa carrière avec un genou. Parce qu'il avait un problème chronique au tendon rotulien. On va dire, la machine, il avait la carrosserie d'une Ferrari avec le moteur d'une Fiat. Donc, non, mais ce qui se passe, c'est il dégageait beaucoup trop de puissance, tu vois. Et avec un tendon rotulien fragile, c'était écrit que ça pétait. Et malheureusement, ça l'a fait. Et la question que je te pose, donc il a joué avec un genou toute sa carrière. Et il gagne 2 ballons d'or, il gagne tout ce qu'il a gagné. Mais s'il avait eu 2 genoux normaux, est-ce qu'on aurait vraiment entendu parler de Cristiano Ronaldo et Messi à ce point-là, par rapport à tous ces ballons d'or? Je me pose encore la question aujourd'hui. Et je pense avoir une demi-réponse, mais c'est ma réponse, je la garde pour moi. Et dis-moi, pendant cette saison-là, ou même vers la fin de la saison, est-ce qu'il y a des clubs qui cognent à ta porte? Parce que là, il voit une révélation, je veux dire, inconnu un petit peu du public quelques années auparavant. Non, il y a beaucoup. Lesquels? En Espagne, tu as l'Espagnol Barcelone. Espagnol, OK. Ouais. Tu as 2 clubs de Ligue 1. Tu as le Fenerbahçe. Tu as les Tigres. Et d'ailleurs, pour les Tigres, je vais te raconter, mon agent, un jour, il m'appelle, et mon agent, c'est lui qui avait mis André-Pierre Gignac là-bas. Donc, Gignac, quand il est allé là-bas, il a tout massacré. Donc, mon agent, là-bas, il était comme ça, tu vois, à ce moment-là. Et un jour, il m'appelle, il me dit, yo, ça va? Je dis, oui, toi? Il me dit, t'es où? Je dis, je suis à Nice. Il me dit, fais tes valises. Je dis, pourquoi? Il me dit, on part. Je dis, on part où? Il me dit, fais tes valises, on part. Je dis, non, je pars pas, moi. Il me dit, dans 2 heures, je suis chez toi. Bah, moi, viens, si tu veux, ça te fait plaisir. 2 heures après, ça tape à la porte. Il me dit, t'as fait tes valises? J'ai dit, non. Il me dit, mais je t'ai dit qu'on part. J'ai dit, mais on va où? Il me dit, on va au Tigre. Je dis, mais je peux pas aller au Tigre, moi. Et à ce moment-là, donc, avec Nice, on se qualifie, on est 3e et on va faire les barrages de Ligue des Champions. Donc, il y a une possibilité de jouer peut-être la Ligue des Champions. Et pour moi, jouer à la Ligue des Champions, c'est. Ouais. Je suis le petit du centre de formation. Il y a 1 an et demi, ils m'ont viré. Et là, j'ai la possibilité de jouer à la Ligue des Champions. Et là, il me dit, ouais, on va au Tigre, attends, on appelle quelqu'un. Et là, il me fait appeler Gignac. Et Gignac, il me dit, pour moi, il me dit, Yohan, si un jour tu viens à Monterrey, si un jour tu viens au Mexique, tu ne remettras plus jamais un pied en France. Et pourquoi? Bah, parce que tu dois certainement te sentir bien là-bas. Et là, mon agent, il me parle du contrat, tu vois.
À quel point c'est plus gros que ce que tu gagnes? Ah, c'est 8 fois et demi plus gros. 8 fois et demi? Pour situer notre audience, c'était quoi ton salaire à Nice? Ah, je peux pas le dire comme ça. À peu près. Ah, on va dire entre 10 et 50 à ce moment. 10 et 50 mensuels. À peu près. On va Et dire, là, il t'offre 8 on va dire dans fois. ces eaux-là. Ah là, et là, il me propose 8 fois et demi. T'en parles à ton père? Je crois pas que j'en parle à mon père. Je crois même pas que je leur en parle parce que pour moi, c'est non catégorique. Oh, wow! Donc, tu étais prêt à dire non à 8 fois et demi ton salaire avec la conviction de pouvoir peut-être jouer la Ligue des champions. Ah, parce que moi, ça me fait, désolé d'être vulgaire, mais ça me fait bander de jouer à la Ligue des Champions. Moi, je joue au foot parce que j'aime le foot. J'ai jamais joué au foot parce que quand je suis petit, j'ai pas dit je vais jouer au foot pour gagner de l'argent. Moi, Donc, ça t'a même pas joué dans la tête. Non. À, à aucun moment, je lui dis oui, attends, attends un peu, essaie de temporiser ou essaie de voir un petit peu. Non. Moi, je veux jouer l'Europe. J'ai été animé par ça toute ma vie, pas par l'argent. Je veux jouer des matchs importants. Aujourd'hui, j'y suis. Je veux pas partir, je veux pas m'en aller de ça. Et un mois et demi après, on joue contre l'Ajax Amsterdam et contre Naples, les matchs, les barrages, tu vois. Et jouer contre Naples, à Naples, un match de Ligue des Champions, ça vaut tous les millions que j'aurais pu toucher n'importe où. Comment ton agent réagit? Parce que j'imagine Pas s'il met très la bien, parce que lui, il va avoir une belle commission derrière. il a son gars, voilà, il y gagne aussi, tu vois. Donc, il m'a pas montré sa frustration, mais tu sens que quand même, il aurait aimé que tu y ailles. T'as des regrets ou non? Non, zéro. Pour l'argent? Non, zéro. Non. C'est pas quelque chose qui m'attire. Admettons, tous les jeunes qui partent aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est quelque chose que je comprends pas aussi. J'aurais été incapable de faire ça. Est-ce que tu pourrais le comprendre peut-être pour une fin de carrière? Oui, pour une fin de carrière. Tu me dis, un mec comme Benzema, il part en Arabie Saoudite. Il a tout gagné. Le mec, il a tout gagné. Il est ballon d'or en titre. Il a 34 ans. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, il a raison. Va prendre tes sous. Fais ta pré-retraite. En plus, l'empereur de Benzema, c'est un musulman qui va dans un pays musulman. Donc, ça le rapproche encore plus de la religion, tu vois. C'est bien. Mais admettons, un mec comme... je sais pas si tu connais, mais il y a un jeune de Monaco qui a signé, qui a 19 ans. Et c'est une pépite, Simon Boisbré. C'est une pépite et il signe à 19 ans en Arabie Saoudite. C'est des choses que je n'arrive pas à comprendre. Tu peux me dire tout ce que tu veux, l'argent. Mais ne me dis pas que quand tu as commencé le football, à 5 ans, tu pensais à gagner des millions. Non. Moi, quand j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans, il y avait un match le mardi soir sur TF1, la Ligue des Champions, et j'avais qu'une envie, c'était de vivre ce moment-là. Ben là, on est sur le podcast Histoire de foot, donc on veut laisser savoir cette histoire-là. Effectivement, je lisais, il y avait Lille, il y avait Bordeaux. Pourquoi Bordeaux? Qu'est-ce qui s'est déroulé ici? Au départ, j'ai Lille qui me propose un contrat professionnel, mais on appelle ça la charte. Donc, c'est le premier contrat professionnel qu'on signe, avec même l'aspect financier qui est très bas. Et j'ai mon agent de l'époque qui me dit, écoute, il y a une possibilité à Bordeaux, mais en rigolant, il me dit, ils te connaissent pas, ils sont pas au courant et ils savent pas que je vais venir. Donc, je lui dis, écoute, allons-y. Moi, j'avais confiance en lui parce que c'est quelqu'un qui m'a aussi beaucoup apporté. Donc, je lui dis, on y va. Donc, on se présente à Bordeaux, dans le bureau du président Trio, qui va devenir mon père spirituel un petit peu après par la suite. Donc, puis c'est important pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Bordeaux était un très grand club en Ligue 1 en 2004. Là, aujourd'hui, Bordeaux, c'est la débâcle, c'est très difficile. On ne sait pas trop ce qui va se dérouler. Tu me fais mal en disant ça. Malheureusement, mais pour bien situer les gens, c'est un club qui était très en vue en Ligue 1, juste pour que les gens se rappellent. Oui, ça fait partie des top 3 de la France à l'époque. Coupe d'Europe, champion de France. Enfin, c'est le gros Bordeaux. Donc, je me présente dans le bureau du président avec mon agent, et mon agent commence son speech en lui disant, écoute, j'ai ce petit jeune, il vient de National, il est extraordinaire, il va jouer chez toi, il a un avenir extraordinaire. Président, à l'époque, que je connaissais pas, très froid, très fermé, lui dit, écoute,
des petits comme lui, j'en ai une dizaine dans mon centre de formation. Je le connais pas. Non, ça m'intéresse pas. Et mon agent, à ce moment-là, lui dit, il lui dit, écoute, je vais être très clair avec toi. Tu lui fais signer 1 an. Tu le fais signer 1 an professionnel. Je vais t'expliquer ce qui va se passer. Au bout de 6 mois, ou pendant ces 6 mois, il va être titulaire. Et tu lui feras un contrat de 3 ans après. Si c'est pas le cas, moi, je te paye son année professionnelle, je te la paye. Tu le mets sur le contrat, je te la paye. Mon agent dit ça au président. Mon agent dit ça au président. Et j'étais là parce que mon agent, à cette époque-là, c'est pour ça que je l'aimais beaucoup. Il était extrêmement transparent. C'est-à-dire que normalement, dans ce genre de négociation, le joueur n'est pas là. Moi, il me dit, je veux que tu assistes, je veux que tu sois témoin de ce que je vais dire. Donc, il lui dit ça. Le président Trio réfléchit 5-6 minutes. Il lui dit, OK, vas-y, on part sur ça. Donc, ils partent sur un contrat d'1 an avec stipulé, si je suis pas titulaire les 6 premiers mois, le contrat sera payé par l'agent. C'est quoi la pression qui est sur tes épaules à ce moment-là? Aucune. C'est-à-dire que non, tranquille? Non, parce que lui, il dédramatise ça, en rigolant. C'est vrai, il avait une personnalité un peu spéciale en me disant, écoute, entre guillemets, il me dit, l'argent, je vais le gagner sur tel ou tel joueur, t'inquiète pas, toi, voilà, c'est un peu ce genre de. Ouais. Il me dit, t'inquiète pas, toi, il me dit en plus, tu touches pas 100 000 euros par mois, ça va pas me coûter cher, joue. Ne fais pas de soucis, joue. Donc, j'y vais excité, j'arrive dans un vestiaire, faut se mettre dans la tête d'un petit jeune de 19 ans. Là, t'as 21 par contre, à ce moment-là, 2004. Ouais, j'ai 21, pardon. Voilà. Mais je me mets dans la tête d'un joueur comme ça, où j'ai 20 ans. 20 ans. Voilà, j'ai 20 ans. Donc j'arrive dans la tête où je me dis, c'est des joueurs que j'ai vus à la télé, que j'ai admirés, qui m'ont fait vibrer, et je suis à côté d'eux. Ah, il est bon joueur, le Bordeaux 2004, il y avait quoi? Jean-Claude Darcheville qui jouait dans l'équipe? Darcheville, Gemali, Jurietti, Ramé, il y avait Planus, enfin des joueurs, Feindouno, des joueurs qui étaient pour moi hors normes. Ouais. Et donc j'attaque comme ça, et je me dis, vas-y, hein, t'as quoi à perdre. Donc je fais la préparation, qui se passe très bien. Je joue. En fait, moi je disais ça, je joue sans filtre. En fait, j'ai aucune pression, je me lâche, ça se passe bien. Et tout le monde avait idée que j'allais partir avec l'équipe réserve. Et le premier match de championnat, on joue l'OM, donc l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, et je suis dans l'équipe. Et là, donc, je suis dans le groupe, sur le banc, mais je suis dans le groupe. C'est un début. C'est un début. Mais moi, alors, j'avais jamais eu la possibilité de voyager. Donc, j'ai jamais eu la possibilité de faire d'autres stades que le stade du Havre. Je me retrouve au Vélodrome, 60 000 personnes, dimanche soir, plein, assis sur un banc. Et là, je me dis, le petit garçon du quartier de Cocrioville est où il a toujours rêvé d'être. As-tu des anecdotes à nous dire un peu en Liga, des matchs, des adversaires? Parce que toi, c'est quand même intéressant ton rôle. Tu vas souvent être dans un 1 contre 1 contre un joueur précis de l'autre équipe, et plus souvent qu'autrement, l'ailier gauche, adverse, actuellement, ça peut être un bon joueur, un dribbleur, quelqu'un d'assez rapide. Donc, ça peut donner des duels assez impressionnants. Est-ce que tu as des anecdotes qui viennent en tête un peu de ton passage de cette année-là à Dijon? Après, j'ai joué beaucoup à gauche aussi. Ouais. J'ai fait peut-être 10 matchs à gauche, mais quand tu joues contre un Neymar, c'est quoi jouer contre Neymar? C'est compliqué. Après, moi, il m'a pas humilié. Je me suis pas fait humilier en vrai par Neymar, mais c'est, franchement, je sais même pas comment expliquer ça. Je sais pas, en fait, c'est différent, tu vois. Genre, lui-même déjà est différent, tu vois. Ouais. Genre, pour moi, il est pas, parce que, en plus, tu le prends dans les années qui est à son. Ouais. Mais moi, en fait, le pré-match qu'on joue contre Paris, ils viennent chez nous, à Dijon. Et déjà, je me rappelle parce que du coup, Neymar était sur mon côté. Et quand ils font l'engagement, à moi, il marche vraiment pour... il y a l'engagement. Et il me dit, bon match en français. Je te jure, il me dit, bon match en français. Genre, rien que là... Là, ça te fait péter un plomb? Ouais, moi, je suis pas fan des gens, tu vois. Genre, mais si je dois choisir des gens, il y a que Neymar et Marcelo.
tu vois. Et quand il me dit ça, je dis waouh. Rien que là, je me dis putain, c'est une dinguerie, tu vois. Mais quand il a joué contre nous à Dijon, en vrai, il a été bon, hein, mais tu sentais qu'il jouait comme Essayez pas si trop. c'était au quartier, tu vois. J'ai senti qu'il jouait vraiment vas-y, trop qu'il joue, tu vois. Et je me dis, ouais, dans ma tête, je me dis, putain, genre, il est fort, tu vois, mais je m'attendais à pire, tu vois. Et quand on est allé jouer chez eux, je crois qu'on est allé jouer chez eux, je crois, le match d'avant la Ligue des Champions. Je crois, donc, ils devaient envoyer la sauce, tu vois. On prend 8-0, je crois, avec Dijon. Mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. On prend 8-0, mais c'est l'un de mes meilleurs matchs. Et là, je me suis dit, ah ouais. Je me suis dit, ah ouais, en fait, quand il veut, parce que pour moi, il est bon tout le temps. Mais si vraiment il veut, c'est même pas la peine. Personne. Genre, s'il se met dans le mode là, je sais pas qu'est-ce qu'il fait dans sa tête, mais s'il se met dans le mode, c'est même pas la peine. Je crois on a plus 8-0, il a dû mettre, je sais pas, 4 buts, 3 passes D ou un truc comme ça, je crois. Genre, c'est. Non. Neymar, c'est n'importe quoi. Et en plus, moi, vu que je joue contre lui, genre, je suis focus sur lui, tu vois. Genre, je suis encore plus focus qu'un autre match, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des fois, t'as vu, je vois qu'il a pas pris l'information dans son dos, mais il sait. Je te jure, il sait. Genre, je sais pas comment, tu vois, il a un don, c'est un don qu'il a, tu vois. Ouais. Mais genre, lui, c'est. Non, lui. Je sais qu'on fait beaucoup de débats avec mes potes par rapport à ça, mais pour moi, il y a Messi, il y a Neymar pour moi, tu vois. Ouais. Mais quand il veut, je pense que la différence, c'est qu'il y en a un qui a voulu le faire toute sa carrière et peut-être qu'il y en a un qui a été un peu moins sérieux une partie de sa carrière. Mais quand il était sérieux, les années 2017, 2018, 2019 à Paris, il était jouable. Ouais. Mais même au Barça, là, quand il fait la remontada contre Paris et tout, c'est n'importe quoi, genre. N'importe quoi. Non, franchement, Neymar, après, tu vois, c'est comme un Ronaldinho, tu vois, on dit souvent, ouais, s'il aurait pris sa carrière au sérieux, machin, mais est-ce que s'il aurait pris sa carrière au sérieux, est-ce que ça lui aurait réussi, tu vois? Tu vois, t'as des joueurs qui, genre moi, par exemple, je peux pas penser football tous les jours. Sinon, ça marche pas. Tu vois, ça marcherait pas. Genre, j'ai besoin de mon. T'en as d'autres, bah, eux, c'est par exemple un CR7, tu vois, c'est bon, ça lui réussit. Tu vois, t'en as d'autres, bah, ça va pas leur réussir, tu vois. Donc, enfin, moi, je suis désolé, mais je trouve ça admiratif, non, parce que c'est pas forcément un exemple, mais je trouve ça incroyable qu'un joueur soit aussi fort, alors que dans sa tête, c'est juste jouer au football. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, parce que je pense que peut-être en signant au Barça, peut-être qu'il a dû penser au Ballon d'Or, mais je pense pas que ça soit. Enfin, en tout cas, sa carrière ne reflète pas le fait qu'il voulait avoir le Ballon d'Or, tu vois. Mais t'imagines le mec qui voulait juste jouer au foot et il est aussi fort que ça, genre. Ouais. C'est genre. Non, moi c'est. Après, t'en as beaucoup, ils vont dire. Ouais, il aurait pu faire plus, si, machin, mais genre. Bah, t'imagines, il fait des virgules petits pots au milieu de terrain, genre, ça n'a pas de sens, tu vois, genre. Ah, ça n'a pas de sens. Non, pour moi. Donc, 2 mois, t'étais en réserve. Ouais. Et là, 2 mois plus tard, tu joues un quart de finale de Ligue des même Champions pas, de film. un mois peut-être. Comment il te l'explique? Alors en fait, je suis dans le groupe et le matin, on arrive au centre d'entraînement et puis après on allait à l'hôtel parce qu'on jouait le soir en Ligue des Champions. Donc le matin, on arrive au centre d'entraînement, après on mange ensemble, après on partait à l'hôtel. On part à l'hôtel et là je vois que je suis en chambre avec Milan Barros. Je dis mais pourquoi je suis en chambre avec lui en fait je suis jamais avec lui. Mais je tilte pas, je dis ok, bizarre, pourquoi il fait ça aujourd'hui? Il avait plein de petits trucs comme ça, Benitez. C'est lui qui décidait les binômes de chambre. Ok, je suis avec Milan, ok. Donc je suis à l'hôtel, on va au stade. Et j'arrive dans le vestiaire, et là il donne le 11. Et moi je baisse la tête, j'écoute tout ça. Tac, 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 il donne les noms, et on est l'arrivée. Antony, Milan. Et moi, je lève la tête, je suis très surpris. Et je regarde Steven, et là, il me dit, lui, il savait, en fait, parce qu'il lui avait dit. Il m'a dit, you're ready. Et je me rappellerai toujours. Je dis, ok, c'est parti. Et je me prépare vite comme ça, et puis, c'est parti, quoi. Et puis, je fais peut-être le meilleur match de ma vie.
Et même pas en le préparant. Et c'est peut-être mieux. Parce que, et peut-être que c'était voulu. Parce que peut-être. T'aurais trop pensé à. Bah, peut-être. Bah, c'est certain que c'était ça. Peut-être. Mais dingue. On gagne 2-1. Je crois que je joue 75 minutes. Et je fais un match de folie. Je fais une passe D à Luis Garcia. Et je suis devant avec Milan. Tout se passe à merveille. Et même aujourd'hui, Lilian Thuram, contre qui je jouais, se rappelle de ce match. Ouais, parce qu'on a des amis en commun et ils parlent de ce match. Et voilà, il y avait une équipe incroyable en face. Il y avait Buffon dans les buts, Thuram et Cannavaro Ballon d'Or. Et Zambrotta aussi derrière. Au milieu, il y avait Emerson, il y avait Del Piero, il y avait Zlatan devant avec Trezeguet. Donc, et Nedved. Donc, et Camoranesi, voilà, sur le côté. Et puis voilà, c'est le meilleur match de ma carrière. Parce que c'est aussi un quart de finale de Ligue des Champions, à Anfield Road. Et puis en plus, je fais marquer. Et en plus, derrière, on gagne cette Ligue des Champions. Et donc voilà, je fais toute cette campagne. Au retour là-bas, on fait 0-0. Je rentre un quart d'heure ou 10 minutes. Après, en demi-finale, on joue Chelsea. Donc, je suis dans le groupe. Et là, c'est là où je lui en veux aussi, même si il m'a fait évoluer mon plus beau match, mon plus grand match, Rafael Benitez. C'est qu'à la finale, voilà, j'étais en fire. Je me rappellerai toute ma vie parce que le championnat se termine. Et après, on a 2 semaines pour préparer cette finale de Ligue des Champions. Et pendant ces 2 semaines, franchement, j'ai tout donné et j'étais bon et je pensais réellement être dans ce groupe pour cette finale. Et et c'est Jimmy Traoré qui me l'apprend en fait. Parce que le dernier entraînement, Benitez, il donne pas le groupe. Il donne pas le groupe oralement, il l'affiche au tableau. Et moi, j'attendais, il donne pas. Je pars. Et comme Jimmy, il avait fait des soins, massage, tout ça, il est resté au vestiaire. Et il m'appelle 1 heure après que je sois chez moi. Et il me dit, t'as vu le groupe? Je fais non. Et c'est lui qui me l'apprend en fait, que je suis pas dans les 18. Et il prend un joueur espagnol qui est, voilà quoi, je peux le dire aujourd'hui, voilà, qui était en dessous de moi. Et c'est pour ça que je lui en veux à Rafa. Et aussi, il y a Harry Kewell, qui était une grande star australienne, qui est revenu pour cette finale de blessure. Et c'est aussi à cause de ça aussi que j'ai été évincé. C'est parce que Harry a voulu absolument jouer cette finale, ce que je comprends, mais il joue que 20 minutes. Il le met titulaire, il joue 20 minutes, il sort. Et moi, je suis dans la tribune. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot, mais ça fait partie où j'étais le plus triste dans le foot. De ne pas être dans le groupe pour la finale. Est-ce que je me trompe ici? Mais dans ta communication, à ce moment, ici à Marseille, on sent que peut-être tu veux être à Marseille, mais c'est pas clair. Exact. Et bon, regarde, on va essayer de situer un petit peu notre audience. Il y a toute cette épopée qui se déroule avant ta signature. Oui. Première année exceptionnelle à Marseille. Deuxième année, là, il y a des grands clubs encore qui recognent à la porte. Ouais. Il y a Bayern qui te veut. Et là, toi, t'es en vacances aux États-Unis. Exact. Et J'avais déconné ici, je me rappelle. ouais. Et là, tu reviens, t'es pas en temps pour te préparer, là. Ouais. En fait, parce que, merci, je pense, parce que j'allais au Bayern Munich. C'est la 2e année. Il y a le Bayern qui me veut. Je parle avec Franck Ribéry. Et on trouve un accord avec son agent. Donc, je signe avec son agent. Il me fait signer avec son agent. Encore un changement d'agent. Encore un changement d'agent. Je signe avec son agent. Et puis, on me dit que je vais rester. Alors que j'ai parlé. Et j'ai parlé avec Arsenal aussi. Avec Arsène Wenger aussi. Je parle avec Arsène Wenger sur Paris. Et avant d'aller aux États-Unis, il me dit, écoute, moi, je te veux. Il faut que tu viennes. Ça va, Stéphane? Tu vas bien? Je suis parti avec lui. Il faut que tu viennes. Et puis, je pense que tu vas faire une très belle carrière à Arsenal. J'ai dit, oui, écoute, je suis super content et tout. J'ai dit, OK, je pars. Écoute, le président à l'époque, qui s'appelait Labrune, me dit, le coach et moi, on va te garder 1 année de plus.
Je pense que je les ai... Sérieux, on a gagné le championnat. Est-ce que il y a Arsenal? Et une semaine après, Arsenal achète Koscielny, qui signe à Arsenal. Je dis, c'est pas possible. On l'achète à 9 millions, je crois, un truc comme ça. Eux, ils ont demandé 15 millions pour moi. Je dis, président. Et je vais aux États-Unis en vacances. À la reprise d'une semaine, j'ai fait une connerie. Hein. Là, je fais une connerie. Une semaine après, les vacances, le coach, il m'appelle. Tout le monde m'appelle. J'ai éteint mon téléphone. Je dis, moi, je vais à l'Arsenal. Je dis au coach, mais pas dans les médias. Je vais à l'Arsenal. On a acheté Koscielny. Comment je fais? Je dois aller au Bayern. En fait, il y a un argent. Je vais pas. Et je vais rester une année de plus. T'as un contrat. Tu veux qu'on te renouvelle? Je dis, moi, on a gagné déjà le championnat. On a gagné. Non, on veut construire une équipe compétitive pour la Ligue des Champions. On te veut. Il faut que tu restes. Je dis, c'est pas possible. Ah, toi, tu voulais pas rester. Je suis parti. Parce qu'on avait fait une très belle saison. Et puis, t'as Arsenal qui vient quand même. T'as Arsenal, t'as le Bayern, mais le Bayern, il y a rien de concret. Mais t'as Arsenal, tu parles avec Arsène Wenger, il était deux avec son... Ils sont venus à deux me voir. À Paris. À Paris. Et c'est quoi? C'est dans un café? C'est à l'hôtel? Non, c'est dans un hôtel. C'était le Hyatt, je crois. Je me rappelle plus. Hyatt. Qu'est-ce que tu faisais à Paris? Non. Je suis venu spécialement pour voir Arsène Wenger. OK. Donc, un rendez-vous spécifique. Rendez-vous. Fait. Avec qui? Ton agent? Ton frère? Avec Prosper Abega, qui était à l'Olympique de Marseille, qui était l'avocat du club. Donc, on va voir Arsène Wenger. On se donne rendez-vous à Paris. Donc, ils sont là, on discute, ils parlent de livres. Moi, je suis là, je dis, OK. Il dit, Steph, ça va? Je dis, je vais à l'Arsenal. Je suis content. Je dis, c'est pas possible. Je l'ai pour Real Madrid. Là, maintenant, il y a le Bayern, il y a Arsenal. C'est concret. Malheureusement, une semaine après, Koscielny signe à Arsenal. Je dis, c'est pas possible. Ça fait 2 fois déjà. Encore le Bayern, vous avez parlé Ribéry, mais il n'y a rien eu parce qu'il était là-bas. Je suis pas sûr parce que c'est pas concret. Mais Arsenal, c'est concret parce que j'ai parlé avec Arsène Wenger. Je prends mes vacances, je prends mon billet d'avion, je vais aux États-Unis, je reste là-bas longtemps. Le coach, il m'appelle, le président, il m'appelle. Oh, la connerie. Maintenant, quand je décroche, le coach, il me dit, écoute-moi, toi, tu vas t'attirer des problèmes. Steph, t'as un contrat avec le club. Viens, on va parler. Je dis, OK, coach. Il sait que j'étais fâché. T'es resté combien de jours en retard? 4 jours en plus. 4 jours en Donc, plus. le camp était commencé depuis 4 jours. Ah oui, 4 jours en plus. 4 jours en plus. Parce que j'étais un peu déçu. Et, je me rappelle bien le message du coach. Dès qu'il a décroché, non, parce que j'ai vu sonner. Le coach, c'était enfin, le respect, je l'ai appelé. Il m'a appelé plusieurs fois, je décrochais pas. Bon, il savait un peu parce que je lui avais dit, coach, il y a Arsenal, je pense que, est-ce que je peux, parce que lui, il voulait que j'étais la pièce. Ouais. Il voulait pas me laisser partir. Et je vois ses appels, je décroche. J'ai dit, oui, coach. J'ai dit, Stéphane, t'es fou. On est à Mars, tu vas te faire, mais il faut venir, reviens, écoute, calme-toi. Hein. Parce que les fans à Marseille, Ouais. ils vont, Non, mais, ils vont peut-être pas te pardonner. Ah non, il faut écouter. C'est grave ce qui s'est passé. Donc, il me dit, Steph, viens, on va parler, mais arrête de faire des conneries. Viens, prends l'avion et tu viens. Donc, j'arrive à Marseille, on vient me chercher. J'arrive en stage. Je suis supporter, il y a des numéros qui m'appellent, je connais pas, inconnus. Et à la maison, je suis pas allé à la maison, heureusement, je suis pas allé. Donc, ils ont rayé ma voiture, ils ont mis des gros mots. Ouais, je crois que t'es où ici? Ici, on est à Marseille, je crois que t'es chez toi ici. Ma copine, ma femme, elle a eu, j'étais pas encore marié, mais ma femme, elle a eu des menaces de mort. Donc, le coach, par contre, il m'a appelé dans son bureau quand j'étais arrivé en stage. Et il me dit, Steph, tu fais des conneries. Quand c'est comme ça, tu viens d'abord en stage, tu t'assois, et puis on a un dialogue. Ça t'évite. Les médias, ça t'évite. Les problèmes avec la ville, avec Steph, tu connais, on est à Marseille. Je dis, OK, coach. Donc, il m'a mis, quand c'est arrivé, entre les menaces de mort avec ma femme et la maison, on a rayé mes voitures, on a mis des gros mots dessus, que voilà. Et il m'a mis des gardes du corps pour qu'on me... Oui, le coach s'est occupé de tout. Parlons-en un peu. Donc, en coulisses, il y a Gérard Houllier qui discute avec Guiraud. Ouais. On pense que Liverpool est la prochaine étape pour toi parce qu'on pourrait dire que c'est une suite logique avec Auxerre. C'est un club familial, bien entendu, avec une dimension qui est totalement différente. Ouais. Et il y a des Français derrière. Tu signes, tout se déroule bien.
Et là, de ce que j'ai cru comprendre, tu me corrigeras si je me trompe, tu es à Paris. Et là, tu reçois un appel. Ouais. Gérard Rouillet est renvoyé. C'est Benitez qui arrive. C'est ça. Enfin, de base, on me dit, donc c'est Norman Gard, père son homme, le player legend qui nous traitait comme nos enfants, comme ses enfants, pardon. Et il nous manque. C'est donc Norman qui m'appelle. Oui, j'allais faire des courses. Je partais d'Auxerre, j'allais faire des courses pour préparer un peu mon arrivée à Liverpool. Et Norman m'appelle et me dit, Dib, Gérard s'est fait virer et il y aura un nouveau coach. Donc je dis, ah ouais, bon, compliqué parce que vraiment pendant 1 an, voire 1 an et demi, c'est lui notre interlocuteur à Liverpool. C'est lui qui est le coach, donc qui est la personne la plus importante. C'est avec lui qu'on parle un peu de mon adaptation, de comment on va mettre les choses en place, comment je vais jouer, avec qui, des associations. On s'est mis d'accord et au dernier moment, comme ça, sur la dernière marche, le plan change. On se dit, de toute façon, on n'a pas trop le choix. On n'est pas des personnes quand on donne une parole, on donne une parole et on s'adaptera au nouveau coach. Et il se trouve que c'est Rafael Benitez qui me voulait aussi quelques années avant à Valence. Donc l'un dans l'autre, on s'en sort bien. On s'en sort bien, mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu plus compliqué si c'était un coach qui t'avait pas, que ton style ne plaisait pas. À ce moment précis, si on t'offre la chance de revenir sur ta décision. Non. Ah non. Tu fonces? Oui, je fonce. Il y a l'anecdote avec Zizou qui vient me voir en Corée pendant la Coupe du Monde et qui me dit ouais, nous on est intéressés. Qu'est-ce que tu fais quoi la saison prochaine? J'ai dit moi voilà, j'étais déjà à Liverpool. J'avais déjà donné ma parole, donc c'était pas une option pour moi de faire autre chose. Pourtant les papiers n'étaient pas signés encore, j'aurais pu. Mais voilà, j'ai tenu parole et j'ai très 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 bien fait. Ben oui, parce que les 2 années à Liverpool ont été exceptionnelles.